Donc moi je vais vous montrer en gros comment on peut agréger 1 milliard de prix sur à peu près 10 000 références produits. Donc le cas d'usage, là, c'est on a 3 fichiers. Un premier fichier qui est le référentiel qui contient à peu près 900 lignes, qui est en fait la description des magasins qui vendent le produit. Donc ce fichier référentiel, on a, parce qu'en fait c'est des magasins qui sont dans le monde entier, donc du coup on a un fichier de référence avec les données de taux de change par jour. Donc depuis 2009, donc ce fichier-là refait à peu près 75 000 lignes. Et dans l'exemple que je vais vous présenter, je me suis trompé, c'est pas 2009, mais c'est 2012 et c'est plus de 1 milliard de prix. Donc, et l'objectif, c'est sur ça, c'est par produit de calculer le prix minimum, maximum et moyen. Donc j'ai un magasin, ça va être quoi? Ça va être un identifiant unique dont on ne va pas forcément aussi qui va être référencé dans la ligne de prix. Le nom du magasin dont on ne va pas se servir. Le code de la monnaie du magasin. Le prix minimum et maximum toléré pour ce magasin-là. En fait, l'objectif c'est de supprimer tous les prix aberrants qu'on peut avoir dans les données. Et un prix de montage. Je vais montrer à quoi il va servir après. Donc je vais commencer déjà pour montrer comment on peut manipuler ces données-là. Donc en commençant juste par là en local ici, pour le développement, j'ai donc le fichier de magasin donc, qui est ici. Donc en fait, ce que je disais, l'ID, le nom, la monnaie. Donc là, il y a beaucoup d'euros, il y a de la livre. Ça, je ne sais plus, etc. Et donc le prix minimum et maximum dans la monnaie du pays. Et ici, un prix de montage. Donc, je vais commencer par créer. Je vais regarder sur mon écran. Une application que je vais appeler Store App. Cette application, je vais créer une application main, et donc là on va devoir créer ce que je disais tout à l'heure, le Spark Context. Donc oui, je ne vais pas montrer, j'ai dans mon fichier POM, c'est un projet Maven, j'ai créé pour en version 1.8 de Java, et j'ai juste ajouté la lib Spark Core. Alors pour ceux qui... Ici, en fait, il y a une deuxième version, parce que c'est comme dans Scala, c'est la version du compilateur. Comme c'est écrit en Scala, en fait, c'est la version du compilateur Scala qui est ici. Donc Spark, je crée mon Spark Context. Je vais chronomètre quand même. Donc, sur le Spark Context, on a besoin de quoi? D'une config. Donc, je vais créer juste avant. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de configurer en fait le cluster pour exécuter mon application. Donc on peut le faire... non, je me suis trompé. Donc sur cette config, on peut setter plusieurs choses. La première chose, je vais mettre le nom de mon application. Ça c'est plus pour le reporting après. Et donc là en fait, moi je vais commencer par l'exécuter en local. Donc du coup, je dis que mon master est le local. Donc en fait, on l'utilise essentiellement pour les tests. C'est ce qui permet d'exécuter en mode standalone sur sa machine l'application Spark. Et donc moi, je vais mettre avec 4 corps. Donc comme ça, je pourrais avoir un driver sur un corps et trois exécuteurs un exécuteur sur chaque autre corps, ce qui en fera 3. Donc là maintenant j'ai mon Spark Context. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer le RDD sur mon fichier store.
C'est très simple puisqu'en fait c'est juste un text file sur le store. Et donc ça c'est mon store RDD. Donc une fois que j'ai ça, dessus, je peux faire un truc tout bête qui est de compter mes éléments. Donc si je le tourne, que je l'affiche. Le comptage d'éléments, en général, c'est le Hello World. C'est ça. Et donc j'exécute. Donc là j'ai juste écrit le fait de charger mon RDD, compter les éléments. Donc là je vais exécuter ce morceau de code. Dans notre présentation, il n'y a pas le. Ah si, il est en train de compiler. Pourquoi la méthode. Ah, c'est parce que je me suis trompé, je suis en Java. Pardon. Donc en fait en Java, c'est une surcouche et il faut faire un Java Spark contexte. Il va être mieux et du coup là j'ai un Java RDD. Ça lui plaît mieux. Je relance. Donc là j'exécute. Vu que c'est rapide, j'ai pas eu le temps de vous montrer, je vous montrerai après. Parce qu'en fait là il nous a indiqué une URL. Ici dans les logs, ça permet de suivre en fait l'exécution du traitement. Donc en fait il y a 936 lignes dans le fichier. Donc une fois qu'on a ce fichier là, pour pouvoir le traiter, il va falloir qu'on le désérialise pour pouvoir faire des calculs dessus. Donc en fait je vais faire un objet modèle qui représente mon magasin. Donc je vais faire le nouveau classe Java que je vais appeler store avec un attribut ID qui est l'identifiant du magasin, un attribut que je vais laisser sous forme de string, un name, il y a le currency code, le prix en fait ça va être un double, le prix minimum, le prix max, et enfin il me manque le prix de montage. Bon, je me servirai après dans. Donc une fois que j'ai ça, je vais faire un constructeur. Je vais créer tous mes getters setters. Et un point important, c'est qu'en fait tous les objets qui sont manipulés par Spark ont besoin d'être sérialisables. Donc je vais implémenter en Java. Ça c'est pas nécessaire en Scala parce qu'en fait tout est sérialisable en Java, en Scala. Et donc je vais quand même générer. Donc, voilà. Donc là ça c'est juste un Pojo tout simple. Je vais juste lui rajouter dedans une anti-sèche qui est. Parce que ça c'est du code qui n'est pas forcément intéressant, c'est la façon de décoder une ligne de magasin. En fait, je prends la ligne, j'ai une classe utilitaire qui permet de me retirer toutes les doubles cotes que j'ai dans le fichier entre chaque nom, et après de convertir en fait les chaînes de caractères qui représentent un double en double. Et j'ai le cas particulier de la dernière de fitting price, parce qu'en fait je peux avoir la valeur nulle que je remplace par un nom. Donc une fois que j'ai cet objet là, maintenant on va pouvoir faire ici un map. Donc le map, c'est vraiment je transforme un élément de ma collection initiale en un autre élément. En fait, on aura toujours le même nombre d'éléments, on va le transformer. Du coup, comme je suis en Java 8, je vais utiliser lambda. Donc j'ai une ligne qui va devenir un store, un décode. Donc là, comme il me dit, je peux le remplacer par une expression lambda. Tiens, comme il dit, on fait ça.
Pas content. Ah oui, parce que j'ai un string, logique. Donc en fait, du coup, comme ici, je retourne plus un string mais un store, il faut que je le remplace en store. Alors comme je disais tout à l'heure, là c'est juste pour montrer rapidement, on a une fonction ici, cache. En fait, une fois qu'on a un RDD, on peut le mettre en cache. Donc là en fait il va être mis en cache dans la mémoire disponible, mémoire RAM, ou sur le disque dur, ou écrit sur le disque dur quand il y a plus de place. Donc si on regarde la différence, je vais laisser le count, donc là je vais l'exécuter sans le cache. Donc là 10. Donc là il recompile. J'exécute donc. Ça c'est exactement. En gros ça revient un peu trop même que tout à l'heure. Si je fais point cache en plus. Non, c'était pas sur ce traitement-là. C'était pas ça ce que je voulais faire, excusez-moi, je me suis perdu. Oui, je voulais compter en fait le nombre de magasins qui étaient en euros. Donc, une fois qu'on a fait le map, on peut faire un filter. Donc maintenant j'ai un store dans ma collection et je veux que les magasins qui sont en euros. Donc en fait, ça veut dire que leur currency code, on peut le faire dans l'autre sens. Le currency code est égal à euros. Et je vais refaire mon compte. Sauf que du coup, c'est pas du tout 1. Ici, donc sinon c'était déjà faux. Et je réexécute. Donc là, du coup, sur les 936 magasins, j'en ai que 346 en euros. Après, ce qu'on peut essayer de faire, c'est compter aussi également ceux qui ont un prix de montage parmi ceux-là. Donc, s'ils ont un prix de montage, donc ça veut dire qu'il est différent de nul. Différent de nul, tout simplement. Donc, si je pense. Et donc j'en ai que 2. Ça c'est vraiment les bases de traitement assez simples sur du math et du figure. Donc ça c'est pour le référentiel. Après on a les taux de change, donc qui sont assez simples au niveau fichier. Donc on a une date, un code et un taux de change par rapport à l'euro. Donc du coup, je vais faire. Je reprends ça pour être public. Donc une fois que j'ai ça, je vais charger mon RDD, pareil. Donc ici, le currency rate, je vous montre, c'est donc une date, le code et puis le taux de conversion. Currency code, on fait. Donc pour l'instant, je ne vais pas refaire le count. Et donc là en fait on va essayer.
tout le monde. Ceux qui étaient perdus. Du coup, je vais créer en fait l'objet modèle qui représente ce taux de change. Donc, je vais implémenter ça model. Il va pas l'arrêter. Donc ça c'est un double. Donc je fais mon constructeur, mes vecteurs. Je récupère mon système magique. C'est un peu le bordel. Ah, tu n'as pas fait tous mes vecteurs. Je vais y arriver. Donc voilà, donc là j'ai fait comme avant mon objet modèle que je vais mapper pour décoder. Donc c'est currency avec un décode avec un point. Donc là en fait j'ai ici un currency. Donc là l'objectif maintenant ça va être de par exemple calculer le prix minimum de la livre sterling sur RGB sur tout ce volume de données. Donc comment je fais ça? La première chose, il faut que je filtre sur mes rates pour avoir que les taux de change sur la livre sterling. Donc c'est-à-dire que j'ai currency code. Donc je filtre et du coup après je vais vouloir réduire. Donc pour ça en fait il y a plusieurs façons de le faire. D'abord je vais commencer par donc là j'ai que des taux de change sur la livre sterling et puis je vais récupérer en fait, je vais remapper pour cette fois n'avoir que les valeurs des taux de change dans ma collection pour avoir moins de données à traiter plutôt que de traiter directement sur les objets. Donc pour ça, j'ai toujours un taux de change que je vais transformer en tout simplement currencyRate.getRate. Donc ici c'est normal puisque lui j'attends un double. Et en fait ici il me dit que je peux le remplacer par une expression lambda. Une référence sur ma méthode. Une fois que j'ai ça, donc là ici maintenant j'ai une collection de doubles, je vais récupérer le minimum dessus. Donc le minimum, moi la façon dont je le fais, c'est j'utilise un fold. Donc le fold, le principe c'est je prends ma valeur initiale, donc ici par exemple je veux le min, donc ma valeur initiale ça va être le max, et ensuite en itérant sur tous les éléments de la collection, je vais mettre à jour cette donnée initiale. Donc ce que je disais, ma donnée initiale ça va être le max, donc le max possible en double, et je vais appliquer, donc j'ai mon accumulateur en fait qui va être mon minimum, mon taux de change, et du coup en fait je vais prendre sur chacun le minimum de min rate. Du coup ici je n'ai plus ça, je vais retirer parce que du coup c'est de la même façon on peut l'écrire
avec une référence à min. Et ça me retourne, je ne sais plus, un double tout simplement qui va être mon min. Et donc là, si je l'exécute, donc le taux de change minimum est de à 0,77. J'ai mon outil sèche. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant en fait on n'a pas du tout lié nos données. Ou encore qu'on celui-ci est trop gros. C'est sample. En fait le sample pour faire les tests et aller plus rapidement, en fait il contient 20 000 lignes, alors que celui-ci il en contient 7 millions. Du coup là, ça ce sont vraiment les données de prix. Donc avec les différents, je vais remontrer ça, donc avec le prix du produit, donc avec l'identifiant de la ligne dont on ne se sert pas, l'identifiant du produit, l'identifiant du magasin, la date du prix de ce produit dans ce magasin, le type de prix. En fait, on a deux types de prix, un qui est le prix seul et un après on verra avec le montage, et le prix à cette date-là. Donc, pour charger ces données, pareil, je vais faire je récupère. En fait, j'ai fait 3 applications différentes parce que mais j'aurais pu tout faire dans la même. Je récupère. Donc, je charge encore une fois mon RDD. Je vais créer l'objet de mapping. Donc du coup, dessus j'ai un string qui est mon ID, un string qui est mon ID, des intros, ça veut dire quoi? Dans l'autre sens. Ton ID en premier. La date, le type. Et le prix. Le constructeur. Donc voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'il ne compile pas? Pourquoi il ne compile pas? Double. Ah, le type que j'ai mis. Ah non, c'est parce que j'ai. Excusez-moi.
c'est la date. Je me suis raté sur l'ordre. Le 7e, c'est la date. Ensuite, mon constructeur. Je vais plutôt prendre mon anti-sèche. Je sens que vous verrez beaucoup de CSV. En fait, c'est un peu obligatoire, on a beaucoup du CSV. Si vous voulez faire un projet pour plus tard, mettez ça dans un CSV plutôt que dans une base, ça va plus utilisable. Je sais plus, je crois que c'est là. Ah, j'ai pas fait le tag. Bon, je vais reprendre calmement. Donc, c'est pas celui-là, pas le moment. Faire un script que je peux pas faire là, j'ai fait une bonne présentation. Ah bah non. Donc je reprends mon. Hop, je quitte. Donc j'ai là l'identifiant magasin, l'identifiant produit, le type de pneu, le prix et la date. Non, c'était le. Ok, donc je reprends, je fais mon constructeur. Le médiateur, c'était. Alors ça, en ce cas-là, on n'a pas besoin, c'est ce qui est le gros avantage. Et donc là, ça conclut. Donc du coup, je vais pouvoir faire un map, comme les autres fois, sur mon price. Ouais, j'arrive. Moi aussi, c'était tout petit là. Des codes. Je vais mon price. RD. Du coup là, comment on va voir, qu'est-ce qu'on va vouloir traiter dessus? L'objectif, ça va être de premièrement de filtrer tous les prix de type 1 et 4, ou 4. Parce qu'en fait, on a plusieurs types de prix dans les données et on veut garder que cela. Prendre que les prix qui sont dans l'intervalle du site web, donc il va falloir qu'on joigne par rapport au site web. Et ensuite, donc je vais commencer par cette première étape. Du coup, il me faut récupérer le RDD sur les stores. Je refais ça, donc là j'ai mon store. Donc il y a une fonction. En fait, comment on va faire pour pouvoir filtrer sur pouvoir faire ce filtrage sur l'intervalle? En fait, il va falloir qu'on joigne les données entre les données magasins, enfin, il va falloir qu'on récupère le magasin pour le prix. Donc en fait, ça, on va le faire grâce à un système qui est très souvent utilisé dans le MapReduce en fait. C'est qu'on va transformer non pas sous la forme d'une map, enfin, d'une collection d'objets le RDD, on va utiliser ce qui s'appelle un Java pair RDD, c'est-à-dire que ça va être une collection de clés-valeurs. Sachant que la clé, elle peut avoir plusieurs fois la même valeur. Donc pour le store, on va faire un map tout pair. Et cette fois, la ligne, elle va pas être, ça va pas retourner
juste le magasin, mais en fait un tuple qui vient de l'API Scala, de Scala. Donc avec comme clé, il faut que je le fasse en 2 temps. Donc, je vais avoir mon store égale store des codes de line. Et donc mon tuple c'est store.getID store. Donc alors cette fois je fais un return. Ah, je ne peux pas compiler, je repère. Et donc de string store. Je ne vais pas importer. String store, parce que je ne vais pas enregistrer. Je n'ai pas fermé. Donc là j'ai mon store et je vais faire la même chose ici. Donc je vais avoir besoin d'un Java pair RDD, donc de string qui va être l'identifiant du magasin et le prix. Donc là ici je vais faire un map to pair. Donc de main. Tant pis. Store ID. Et ensuite, je vais pouvoir joindre. En fait, il y a une fonction sur l'API qui s'appelle join. Donc, qui va en fait me retourner un RDD qui est composé, un Java pair RDD qui est composé de la clé de chaque, la clé commune, donc qui est store ID, avec un tuple qui va être mon magasin avec mon prix. Donc, je vais faire un join sur le store. Donc ici, je n'ai plus, comme je le disais, alors je vais plutôt pour plus de lisibilité le faire comme ça. Donc ce que je disais là sur mon join, j'ai maintenant une clé qui me pointe sur un tuple. Et donc en fait, une fois que j'ai ça, je peux filtrer mes données. Donc d'ailleurs le filtrage j'aurais dû faire avant le map. Ouais, non, je sais pas, je vais faire. En fait, normalement on filtre le plus tôt possible, parce que plus on filtre tôt dans le traitement, plus moins on a de données après à traiter. Donc il aurait fallu le faire avant le map to pair, mais là, je vais le faire ici. Du coup, j'ai un tuple sur lequel je ne veux conserver que les prix 1 et 4. Donc je récupère le tuple, je récupère mon prix et j'ai mon type qui doit être égal à je vais faire comme ça pour que ça tienne en ligne. Je suis pas sûr que ce soit le plus performant, mais au moins ça tient en ligne là, pour la démo. Donc une fois que j'ai fait mon filtre, donc là je n'ai que les prix de 1 et 4 avec le magasin associé, et il faut que je vérifie qu'en fait le prix soit dans, d'ailleurs je vais pouvoir le faire ici, que mon prix soit également entre le min et le max du magasin.
Donc, je vais faire un tuple 2. Un 2 qui est mon store. Je récupère donc le prix mine qui est ici, pardon. Ici le mine est supérieur à mon prix. Non, il faut que mon prix que le mine soit inférieur ou égal à mon prix. Et parce qu'en fait, ici c'est la condition dans laquelle on conserve. Et que mon prix est inférieur à mon prix. Voilà. Donc là j'ai filtré mes données. Donc une fois que j'ai ça, en fait j'ai tous les prix qui sont bien dans enfin j'ai supprimé toutes mes valeurs aberrantes et les prix que je veux considérer. Et du coup maintenant il faut que je convertisse le. Je ne vais pas le faire, en fait je vais passer cette étape-là. En fait normalement il aurait fallu que sur les prix de type 4, je retire le prix de montage. Bon ça je ne vais pas le faire là pour la démo. Je vais maintenant passer, une fois qu'on a filtré et qu'on a récupéré ça, il nous faut également le taux de conversion, parce qu'en fait tous nos prix sont dans la monnaie du pays, on voudrait les récupérer en euros. Du coup, je récupère ma collection. Donc j'introduis. Donc alors c'est pareil, je vais passer par une jointure. Donc pour cette jointure, je vais avoir besoin, en fait ma clé cette fois ça va être la date plus le taux la currency code. Donc en fait je vais directement ici transformer la currency rate. Code de line. Et donc je retourne un new tuple. Donc d'abord de ma date, juste la concaténation, en fait je vais passer par une concaténation de string, puisqu'en fait les taux de change, en fait les taux de change et les dates, les currency code et les dates ont exactement le même format. Et donc en fait ça me formera une clé unique en fait pour chaque entrée. Et du coup ici, au niveau de mon tuple, une fois que je l'ai filtré, il faut que je le mette sous la forme ma clé, c'est la date et le currency code de mon prix. Et du coup, ce que je vais faire, c'est un map. Juste, non, c'est la clé, donc il faut que je refasse un map to pair. Donc j'ai un tuple que je vais retransformer en new tuple. Ah oui, c'est parce que j'ai toujours ce job. Ça va pas du tout être ça. Du coup,
coup, je récupère ça, je veux mettre tout paire de tuples. Donc je dois, sur ce tuple, je veux récupérer d'abord la date qui est sur mon prix, que je vais concaténer avec le currency code qui est sur mon magasin. Et dedans, je n'ai besoin que de mon prix. Puisqu'en fait, le magasin, maintenant, j'en ai plus besoin du tout. C'est ça, et le prix. Donc à cette étape-là, maintenant, j'ai un RDD qui contient en clé l'identifiant gros du taux de change avec le prix en valeur. Donc j'ai une difficulté ici, c'est que au niveau de mes taux de change, en fait, j'ai pas la conversion d'euro à euro. Donc du coup, il faut, comme sur d'une base de données SQL, en fait, on a la possibilité de faire un left outer join pour dans le cas où on n'a pas la valeur, en fait, de pouvoir la traiter quand même. Donc, j'ai un point virgule ou j'ai pas la... C'est ça. Alors je supprime une ligne. À la base, donc je fais un left outer join sur une currency. Je l'appelais comment? Je ne l'ai pas appelé. C'est pas grave sur l'orthographe. Je suis un petit peu en retard, c'est pour ça, par rapport au timing quand c'était donné. Donc là maintenant j'ai une jointure, si on regarde, alors, ce qu'on fait souvent, mais on le fait en Scala, très souvent quand on fait que du Scala, mais avec Spark, on fait souvent ce genre de choses, c'est-à-dire utiliser raccourcis pour avoir la variable, pour connaître un peu le type. Parce qu'en fait on est souvent perdu avec l'inférence de type. Donc en fait du coup on a la clé qui représente le taux de change, enfin qui permet d'identifier le taux de change du prix, notre prix, et un optional en fait qui vient de Guava, lui, c'est l'optional de Guava, qui permet de représenter le fait qu'on ait ou pas de valeur pour ce prix. Donc une fois qu'on a ça, je vais mapper pour au moins faire le taux de change, puis je pense que je m'arrêterai là après. Donc je vais mapper, je suis perdu, donc j'ai mon taux de change, je veux calculer en fait le prix en euros, donc je vais refaire un math. L'objectif étant derrière d'avoir une clé valeur, d'avoir en clé valeur l'identifiant du produit vers le prix lui-même, pour pouvoir après les agréger par produit. Donc une fois que j'ai ça, j'ai toujours mon tuple. Je vais supprimer ça parce que sinon au niveau de la compilation ça me fait des problèmes. J'ai mon tuple que je vais transformer en return tuple de alors ah, je n'ai pas de return. Mon tuple de mon product ID. Et ici, je vais avoir pareil. Mon tuple. Et là, ici, en fait, ça, c'est mon résultat que je veux au final. Mais là, je n'ai pas encore modifié ma donnée pour avoir dedans le prix en euros. Hop. Qu'est-ce qui ne fait pas? Il faut avoir trop de parenthèses ou pas assez de parenthèses? Du coup,
coup, ça c'est ce que je veux retourner. Mais avant, il faut que je convertisse mon prix. Donc je vais récupérer d'abord le prix. Donc ici, j'ai deux cas. J'ai le premier cas, si j'ai de l'euro, si je n'ai pas de l'euro. Donc si ce n'est pas de l'euro, il faut que je fasse la conversion. Donc si c'est pas de l'euro, c'est mon price. J'ai plus de currency cost, je suis perdu. Je le rate. Perdu. Je vais prendre mon anti-sèche et reprendre sur le price conversion. Du coup, pourquoi je ne suis pas rafraîchi? J'ai un conflit. Oui, forcément. Et donc là, je vais reprendre pour... J'en étais au niveau du taux de conversion, donc en fait, ici j'ai quoi? Donc là j'avais fait en plus ce que vous utilisez type 4, et en fait si je suis en dehors, je mettais nul pour pouvoir les filtrer après. Je l'ai fait autrement. Pourquoi est-ce que ici j'ai le currency? Ah non, j'avais oublié de tenir du cas. J'avais pas tenu compte du cas où on a de l'euro, donc en fait au final on n'avait que de l'euro. Je vais au moins vous montrer que ça fonctionne. Donc là, en fait je récupère que la première ligne du traitement, donc en fait pour ce prix-là, pour ce produit-là, en fait j'ai mon identifiant de produit et je récupère le prix en euros. Si je vais chercher juste le store ID, le store ID 99 dans mon sample. Donc c'est ce produit-là, et donc on voit bien qu'on a des prix également, que le premier que je rencontre, eh bien, de mémoire, il n'est pas en euros, puisque son prix est de 1847, et donc on avait 71. Je suis désolé pour la fin, je me suis un petit peu perdu dans ce que je faisais. Et par manque de temps, je ne vais pas pouvoir vous montrer le reduce, mais juste basculer rapidement quand même sur le final. C'est sûr. Nice. Navigation. Là j'ai tout, et au final en fait le principe pour faire de la réduction après, c'est qu'en fait on fait un map vers ce que j'avais appelé un price statistique, donc qui est juste en fait pour un produit le min, le max, le nombre et la somme. Et en fait, comment on fait un reduce pour avoir cette agrégation? Une fois qu'on a tout... donc ça, en fait, j'avais un... Ici, j'ai un RDD qui est l'identifiant produit, le prix converti et filtré. Du coup, pour un produit, je dis que pour une entrée, en fait, ce statistique, ça va être... Son minimum, ça va être le prix. Son maximum, ça va être son prix lui-même. Le count, ça va être 1. Et la somme, c'est le prix lui-même. Après, on fait un reduce by key. Ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va rassembler toutes les clés identiques en une seule valeur progressivement. Et donc, en prenant deux valeurs 2 à 2. Et donc, en fait, la réduction par cette clé, c'est l'identifiant du produit du premier ou du deuxième, puisqu'en fait, ça va être le même. Ça va être le minimum des minimums. Le maximum va être le maximum des maximums. Le nombre, la somme, et le count, la somme des counts, et la somme des sommes. Et comme ça, après, on peut calculer une moyenne en faisant la division de la somme par
par le count. Et ici, on peut après l'exécuter pour l'avoir en CSV. Les résultats. Et donc si ça, je l'exécute, je compile. Donc là, en fait, il est en train de s'exécuter. On voit qu'il a divisé en plusieurs tâches, donc en 28 tâches. En fait, j'exécute là sur le, quand il y a 28, j'exécute sur le fichier sample qui fait 1 million d'entrées. Non, 7 millions d'entrées. Du coup, donc là, en fait, je vais peut-être vous montrer en même temps, du coup, rapidement. J'ai plus de connexion internet. Donc, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a une interface pour suivre le traitement où il en est. Donc, il y avait 116 tâches à exécuter, il en avait fait 35. Donc, en fait, là, c'est toutes les étapes successives. Et du coup, si je montre, donc il y a un seul driver, une seule application qui utilise, en fait, qui a 4 cœurs, donc il y a 4 tâches actives en même temps. Et il doit à peu près avoir fini. Là, tu es en local sur ton poste. Là, je suis en local sur la machine. Et tout à l'heure, quand tu parlais de mettre les résultats temporaires en cache, là, entre chaque redémarrage du JVM, le cache, C'est que pendant le traitement, en fait. Là, tu mets en cache pour ton traitement. Là, c'est souvent quand tu as un RDD, par exemple, sur les magasins, j'aurais pu avoir plusieurs fois besoin de mon RDD magasin pour plusieurs traitements successifs. Et donc, tu peux le mettre en cache une fois que tu l'as créé. Et quand tu vas l'avoir besoin la deuxième fois, il ne va pas recalculer tout le traitement, mais il va le récupérer directement en cache. Donc là, on est où? En fait, là, c'est un peu plus long sur la fin parce qu'en fait, il n'y a plus assez de place en mémoire. Je sais pas du tout, j'ai rien configuré, donc ça par défaut, je crois qu'en local, il y a 500 mégas ou 1 giga de RAM par cœur. Et du coup, c'est un peu plus long. Et donc, mon résultat, donc j'aurais pu m'augmenter en fait la mémoire RAM pour chaque exécuteur et du coup écrire moins sur le disque. Et du coup, mon résultat, en fait, c'est pas un seul fichier, mais il est éclaté en fait en autant de tâches qu'il y a eu pour le calculer. Donc en fait là, il a découpé, en gros, Spark découpe le traitement en blocs de 128 mégaoctets, donc là ça faisait à peu près 28 morceaux. Et donc on a, alors là on est un peu perdu. C'est quoi le raccourci pour fermer un onglet? Je ne sais pas. Non, mais sinon je vais repasser en mode. Ah, je sais pas le faire là. C'est parce que je suis en mode sans distraction. Et donc là j'ai mon résultat, l'identifiant du produit, le prix min, le prix max, le nombre et le prix. Et donc là j'ai traité 7 millions d'entrées. Après, je vais passer à la main au suivant. Donc, tirer L de. Ah, c'est une target, d'accord. Donc, c'est supplier price. Donc, il y a 7 530 174 millions. Et ça a été traité en 143 secondes. Sans aucune optimisation et en faisant quelques optimisations après, parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, j'étais descendu à 90 secondes. Je sais pas si vous avez des questions. C'était un peu plus vite à la fin. Il y a une alarme pour les réveiller. là, Non. en local, on fait Spark Java 8 nativement, sans reste en local.
Non, parce que là, moi, j'ai exécuté sur 4 threads, en parallèle. Aussi, avec du parallelize. avec les Steam, il est capable de paralléliser tous les traitements en local. En local, hein. Non? J'ai pas fait le test de voir si on pouvait le faire, mais je pense que c'est plus compliqué. C'est peut-être possible en local. Mais après, là, ce que j'ai pas eu le temps de montrer, quand on peut le lancer aussi sur un cluster et tu le distribues vraiment sur plusieurs machines. À la limite, tu peux le montrer, comme ça on enchaîne sur SQL et pour combien de temps peut-être? 3 heures. Non, il faut 10 minutes. Bah, lance-le, tu mettras en avec. Fabien, il a pas mal parlé d'optimisation. Dans les retours qu'on a des différents collègues en data scientist, c'est que Spark SQL permet automatiquement faire pas mal de ces optimisations qu'on doit faire à la main. Parle pas de ma partie là. C'est pour un Sinon j'ai plus rien à dire. Du coup, pour lancer... donner de l'intérêt pour la suite. Donc en fait, là, j'ai packagé l'application sous forme d'un jar avec toutes ses dépendances. Donc tout est packagé comme ça. Et en fait, Spark propose une ligne de commande. Oui, on l'a pas mis dans le pass. Donc Spark Summit. Donc là, en fait, j'avais parlé tout à l'heure du Spark Shell, il est ici également. Donc là, en fait, ça lance un shell en ligne de commande dans lequel on peut exécuter du code Scala. C'est ma partie. Je m'en vais. Hein. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire, c'était ça, récupérer la ligne de commande. Donc là, en fait, ce que je lance sur un cluster Yarn avec l'application main qui est ici, avec 4 exécuteurs. Donc un exécuteur, ça correspond à un conteneur de Yarn qui lui-même va exécuter 2 threads. Yarn, c'est une technologie, donc c'est un cluster privé. Yarn, en fait, c'est dans Hadoop, c'est l'application c'est ce qui permet en fait d'orchestrer des applications distribuées. Et là, c'est sur un cluster Cloudera. En fait, c'est des machines dans le cloud, mais en fait avec une distribution Cloudera installée dessus, de Hadoop. C'est l'ordonnanceur des deux. Donc là, j'indique que je mets 2 Go de RAM pour chaque exécuteur et j'exécute avec le paramètre 2012 pour avoir que 2012. Ce que je ne sais pas, c'est... Avant, je regarde. Donc, ici, j'ai mes données. Donc, en fait, ce que je disais, c'est des fichiers CSV en gzip qui représentent, je n'ai pas fait la somme, mais je sais qu'il y a à peu près 1 milliard de lignes. Et même plus, il doit y avoir 1,3 milliard de lignes. Et donc là, en fait, c'est vraiment la même donnée. En fait, là, le CSV. Par contre, il faut juste que je vérifie que. Non, je vérifie parce qu'en fait, j'écris ici les résultats et en fait, dans ce que j'ai fait, si les résultats sont déjà présents, en fait, ça se lance pas. Donc voilà, et donc je lance. En fait, Yarn là est en train d'accepter en fait les jobs. Et là, en fait, ils sont lancés. Malheureusement, j'ai pas accès parce que de l'extérieur, en fait, il faudrait un accès VPN. En fait, j'ai pas accès à l'interface de suivi de la tâche, donc on va falloir qu'on attende.